La France respire enfin, mais son armée étouffe. En mai 1945, alors que la libération semble refermer une parenthèse de peur, un autre constat tombe comme une gifle pour les états-majors, parce que les unités blindées ne ressemblent plus à une force moderne, mais à un assemblage de survivance. Des machines d'avant-guerre, des engins récupérés, des pièces cannibalisées, des ateliers qui manquent d'acier, de main-d'œuvre et parfois même d'électricité, voilà ce qui doit, en théorie, garantir l'indépendance militaire du pays. Pour une nation qui se voyait encore, 10 ans plus tôt, parmi les chefs de file du char de combat, l'image est insupportable. Dans cette urgence, une solution provisoire devient un symbole de gêne. Le lourd ARL-44, conçu dans des circonstances difficiles et finalisé après la libération, arrive trop tard et avec une architecture déjà vieillissante. Sa suspension reprend des principes éprouvés sur un modèle plus ancien, ce qui n'est pas un choix de luxe, mais une concession à l'industrie mutilée. Les officiers le savent, ce char ne peut pas être la réponse durable, et chaque défilé où il apparaît rappelle davantage le retard accumulé que la puissance retrouvée. Alors, au printemps, le gouvernement lance un appel qui ressemble à un défi national. Un programme, identifié par le numéro 141, doit faire naître un char moderne capable de redonner à la France une place visible parmi les grandes armées. La formulation des besoins ne cherche pas la modestie. Il faut une protection de premier ordre, une puissance de feu de référence, une mobilité qui permette l'initiative et une fiabilité qui évite l'humiliation des pannes chroniques. Les grands noms de l'industrie blindée se mobilisent, mais c'est l'équipe d'AMX qui imprime le rythme, car elle comprend qu'il n'y a pas de seconde chance, et que le pays veut une preuve, pas un prototype de plus. Le premier concept vise une catégorie intermédiaire, autour de 45 tonnes, avec un canon de 90 mm envisagé au départ. Pourtant, les ingénieurs voient rapidement le piège. Copier des solutions existantes ne suffira pas, parce que les futurs adversaires auront eux aussi appris de la guerre, et parce que l'armée française ne veut pas seulement rattraper, elle veut surprendre. C'est là qu'une idée audacieuse prend le contrôle du projet, une idée qui doit transformer un simple véhicule blindé en arme psychologique. Cette idée tient dans la tourelle. Au lieu d'une tourelle classique où le canon bouge dans un berceau interne, le concept retenu sépare la structure en deux éléments. La partie basse reste ancrée au châssis, tandis que la partie haute, solidaire du canon, bascule pour viser en site. Ce choix réduit les volumes inutiles, facilite certains aménagements et surtout ouvre la porte à un mécanisme que les responsables militaires jugent décisif, parce qu'il promet de gagner les premières secondes d'un duel, celles où l'on survit, où l'on brûle. Le chargement automatique devient l'argument phare. Dans une niche arrière, 2 magasins rotatifs prévus pour 6 coups chacun alimentent la culasse fixe du canon. Le principe est simple, presque brutal dans sa logique, et il séduit parce qu'il promet une cadence de tir que même un excellent chargeur humain ne peut pas maintenir longtemps. En théorie, le char peut vider ses 12 projectiles en moins d'1 minute, ce qui transforme la première minute d'un engagement en exécution. Les officiers imaginent déjà des embuscades, des ruptures de front, des positions prises par saturation de feu. Et ils acceptent un défaut majeur, parce qu'ils pensent que la bataille se décide avant ce défaut. Car une fois les 2 magasins vides, il faut les réalimenter manuellement depuis l'extérieur. Le compartiment des munitions est isolé, et la manœuvre impose de se mettre à l'abri, de sortir, puis de recharger sous une menace potentielle. Les ingénieurs n'ignorent pas le risque, mais l'état-major tranche. Il vaut mieux frapper vite, frapper fort, puis se dégager, plutôt que rester dans une lenteur classique face à des adversaires qui ont appris à tirer les premiers. La reconstruction industrielle ralentit pourtant chaque étape. Les pièces manquent, les chaînes doivent être recréées, les délais s'allongent. Ce n'est qu'en 1949 qu'un premier châssis abouti est présenté. Le programme reçoit alors le nom qui deviendra célèbre, AMX-50, et l'on décide d'augmenter l'armement, parce que la perception des menaces évolue et parce que la course à la puissance ne pardonne pas. Un canon de 100 mm est installé, puis une seconde configuration suit, avec des modifications de tourelle, et l'on croit toucher enfin à la machine qui effacera l'humiliation de l'après-guerre. C'est à ce moment que la réalité frappe à nouveau, sans discussion possible.
La masse a dérivé, non par accident, mais par accumulation de demandes, de renforts, d'équipements, de corrections. Et quand on pèse la machine, le chiffre tombe comme un verdict. 54 tonnes. Le char n'est plus ce que l'on avait promis au départ. Et cette différence n'est pas seulement une question de catégorie administrative, parce qu'elle écrase la mobilité, complique la logistique et exige une endurance mécanique que le pays n'a pas encore prouvée. Pourtant, personne ne veut reculer, parce que reculer signifierait admettre que la France libérée ne sait pas se relever. Le AMX 50 devient alors un pari national, un pari qui doit être gagné sur les pistes d'essai, dans les ateliers et dans les décisions d'état-major. Et ce pari va bientôt se heurter à une limite que ni la fierté ni la volonté ne peuvent négocier. Les campagnes d'essai suivantes mirent fin aux illusions restantes. Dès que le AMX 50 quitta les pistes idéales pour affronter des parcours plus exigeants, le projet entra dans une zone dangereuse, où chaque amélioration passée se transformait en contrainte. Le char avançait avec autorité, mais sans la nervosité attendue, comme si chaque manœuvre devait être négociée avec la mécanique, plutôt que commandée par l'équipage. La question de la mobilité devint centrale. L'état-major avait imaginé une machine capable d'atteindre 60 km/h sur route afin de dominer le rythme du combat, prendre l'initiative et imposer ses choix tactiques. En pratique, les chiffres restaient obstinément inférieurs. Même dans des conditions favorables, le véhicule atteignait à peine un peu plus de 50 km/h, et ce résultat ne pouvait être maintenu que brièvement. À la moindre contrainte supplémentaire, la vitesse chutait, parfois brutalement, révélant une marge de manœuvre inexistante. Sur terrain accidenté, le problème prenait une autre dimension. Les suspensions encaissaient mal la masse accumulée, les composants travaillaient à la limite de leur tolérance, et les équipes de maintenance constataient une dégradation rapide des éléments les plus sollicités. Les arrêts techniques se multipliaient, transformant chaque séance d'essai en une succession d'interruptions. Le char n'était pas immobile, mais il ne pouvait pas soutenir un effort prolongé sans réclamer une attention constante. Face à ces constats, les ingénieurs tentèrent de sauver l'essentiel par des ajustements successifs. Les rapports de transmission furent modifiés pour favoriser l'accélération au détriment de la vitesse de pointe. Les systèmes de refroidissement furent renforcés afin de limiter les surchauffes répétées. Chaque modification apportait une amélioration locale, mais créait ailleurs un nouvel effet indésirable. Le gain obtenu sur un paramètre se payait par une perte sur un autre, et l'équilibre global restait hors de portée. Dans ce contexte tendu, un élément du projet continuait pourtant d'impressionner sans réserve. Le système de tir confirmait toutes les promesses faites lors de sa conception. Les essais de cadence démontraient une efficacité redoutable. En quelques instants, le char pouvait délivrer une salve concentrée d'une puissance rarement observée à l'époque. Les observateurs notaient que, dans un duel théorique, l'adversaire aurait à peine le temps de réagir avant d'être neutralisé. Cette supériorité instantanée nourrissait encore l'espoir que le AMX 50 pouvait trouver sa place malgré ses défauts. Cependant, cette force cachait une fragilité stratégique. Une fois les magasins vides, la machine devenait vulnérable. La nécessité de se retirer pour recharger, d'exposer l'équipage et d'interrompre l'action posait un problème doctrinal. Les officiers commencèrent à se demander si un avantage aussi spectaculaire, mais aussi bref, pouvait réellement compenser les faiblesses de mobilité et d'endurance. La question restait sans réponse claire, mais elle s'imposait de plus en plus dans les rapports. À mesure que les mois passaient, le contexte international évoluait rapidement. Les doctrines blindées changeaient, la notion de char polyvalent prenait le dessus, et la capacité à produire en nombre devenait un critère déterminant. Or, le AMX 50 apparaissait comme une machine coûteuse, complexe, exigeante, difficile à adapter à une production rapide et massive. Chaque prototype nécessitait un soin presque artisanal, incompatible avec les besoins d'une armée moderne en pleine réorganisation. Malgré tout, le projet continuait, porté autant par la fierté nationale que par la volonté de ne pas admettre l'échec. Les responsables espéraient encore qu'une évolution décisive permettrait de transformer cette plateforme imparfaite en solution crédible. L'idée d'un abandon restait politiquement impensable.
Le AMX-50 n'était plus seulement un char expérimental, il était devenu un symbole, et renoncer à ce symbole aurait signifié reconnaître que la France n'avait pas su convertir ses ambitions en réalité. Mais pendant que les ingénieurs cherchaient des solutions, un événement extérieur allait bouleverser l'équilibre fragile sur lequel reposait le programme. Un événement qui n'était ni technique ni industriel, mais stratégique, et qui allait poser une question brutale aux décideurs. Fallait-il continuer à investir dans un projet incertain ou accepter une alternative immédiate qui changeait toutes les règles du jeu? L'équilibre fragile du programme fut brisé par un choc venu de l'extérieur, brutal et impossible à ignorer. Alors que les prototypes continuaient leurs essais et que chaque amélioration demandait des mois d'efforts, le monde entrait dans une nouvelle phase de tension. En été 1950, un conflit éclata en Asie et bouleversa immédiatement les priorités militaires des grandes puissances. Pour les stratèges occidentaux, il devint évident qu'une nouvelle guerre de grande ampleur n'était plus une hypothèse lointaine, mais une possibilité concrète. Cette situation provoqua une réaction en chaîne. Les armées alliées comprirent qu'elles manquaient cruellement de blindés modernes disponibles immédiatement. Il ne s'agissait plus de projets prometteurs ou de concepts innovants, mais de machines prêtes à être déployées sans délai. La capacité industrielle devint l'arme principale, bien plus que l'élégance d'une solution technique. En quelques mois, des milliers de chars furent produits à un rythme que l'industrie française, encore en reconstruction, ne pouvait pas espérer égaler. Pour la France, l'impact fut dévastateur. Alors que le AMX-50 restait cantonné aux pistes d'essai, l'armée vit arriver une opportunité inattendue. Des centaines de chars modernes, opérationnels, fiables et déjà standardisés étaient proposés dans le cadre d'une coopération militaire élargie. Ces véhicules pouvaient équiper des unités entières sans attendre, avec une logistique éprouvée et un soutien assuré. La comparaison était cruelle. D'un côté, un projet national exigeant, coûteux et toujours en phase d'évaluation. De l'autre, une solution clé en main capable de répondre aux besoins immédiats. Les états-majors se retrouvèrent face à un dilemme stratégique. Continuer à investir dans une machine qui promettait beaucoup mais n'avait encore rien livré concrètement, ou accepter un renforcement rapide des forces blindées grâce à des livraisons massives. La réponse s'imposa presque d'elle-même, même si elle allait à l'encontre de l'orgueil industriel. Les unités françaises commencèrent à être rééquipées avec des chars disponibles immédiatement, modifiant profondément la perception du besoin initial qui avait justifié la naissance du AMX-50. Cette bascule changea la nature même du programme. Le char n'était plus envisagé comme l'épine dorsale future de l'armée, mais comme une option parmi d'autres, une solution spécialisée cherchant une justification nouvelle. L'idée d'un char moyen polyvalent, capable d'équiper largement les forces terrestres, perdait toute crédibilité. La machine était désormais trop lourde, trop complexe et trop tardive pour remplir ce rôle. Pour tenter de sauver le projet, une nouvelle orientation fut imposée. Puisque le AMX-50 ne pouvait pas rivaliser sur le terrain de la production de masse, il devait se distinguer par une supériorité qualitative incontestable. L'accent fut mis sur la puissance de feu et la protection. Les exigences évoluèrent encore, poussant les ingénieurs à envisager un armement plus imposant, capable de faire face aux blindages les plus résistants envisagés à l'époque. Cette décision marquait un tournant. Le char cessait définitivement d'être une solution équilibrée pour devenir une arme spécialisée, pensée pour affronter des adversaires lourds. Cette mutation entraîna de nouvelles complications. L'augmentation de la puissance de feu impliquait des munitions plus volumineuses et plus lourdes. Le système de chargement automatique, jusque-là fiable, se retrouvait confronté à des contraintes inédites. Les mécanismes devaient être renforcés, les cadences ajustées, et les essais révélaient des comportements imprévus. Chaque tir devenait une démonstration de force, mais aussi un rappel des limites mécaniques atteintes. Parallèlement, l'image publique du programme restait étonnamment brillante. Lors des démonstrations officielles, la machine attirait les regards, incarnant une ambition intacte. Les silhouettes imposantes, la tourelle distinctive et la promesse d'une puissance écrasante nourrissaient le discours d'un renouveau industriel. Pourtant, derrière cette façade, la réalité était plus sombre. Le projet avançait, mais il avançait seul,
sans perspective claire d'adoption à grande échelle. À ce stade, le AMX-50 n'était plus un simple char expérimental. Il était devenu un pari risqué, maintenu en vie par la volonté de ne pas admettre que le contexte avait changé plus vite que la machine elle-même. Chaque mois passé éloignait un peu plus la possibilité d'un succès évident. Et pendant que les ingénieurs tentaient d'adapter le char à cette nouvelle mission, une question commençait à hanter les décideurs. Était-il encore possible de transformer ce symbole d'ambition en une arme réellement utile, ou le programme était-il déjà condamné par l'évolution du monde qui l'entourait? La nouvelle orientation imposée au programme entraîna le AMX-50 sur un terrain encore plus dangereux. Puisqu'il ne pouvait plus prétendre à un rôle polyvalent, les décideurs exigèrent une transformation radicale. Le char devait désormais devenir un tueur de blindés lourds, capable d'affronter les menaces les plus redoutées du moment. Cette décision n'était pas une évolution logique, mais une tentative de survie, et elle allait pousser la machine bien au-delà de ce pourquoi elle avait été pensée à l'origine. Les ingénieurs reçurent l'ordre de renforcer massivement la protection frontale. Le dessin du châssis fut profondément modifié, abandonnant les lignes précédentes pour une forme plus agressive, destinée à mieux dévier les projectiles. Deux plaques épaisses se rejoignaient désormais à l'avant, créant une proue anguleuse qui symbolisait cette fuite en avant technologique. Sur les plans, la solution semblait brillante. Sur la balance, elle se révéla impitoyable. Lorsque cette nouvelle configuration fut assemblée et pesée, le verdict tomba sans appel. La masse atteignait désormais 64 tonnes. En quelques années, le projet avait gagné près de 20 tonnes par rapport aux intentions initiales. Ce n'était plus une dérive, mais une métamorphose incontrôlée. Chaque composant du châssis se retrouvait soumis à des contraintes pour lesquelles il n'avait jamais été dimensionné. Les essais de cette version renforcée tournèrent rapidement à l'épreuve d'endurance. La suspension souffrait de manière visible. Les barres de torsion perdaient leur élasticité, les galets présentaient des fissures et les ruptures mécaniques devenaient fréquentes. À chaque sortie, les équipes de maintenance passaient plus de temps sous le char qu'à l'observer rouler. La machine avançait, mais chaque mètre parcouru semblait lui coûter un peu plus de sa propre intégrité. Le groupe motopropulseur, déjà mis à rude épreuve auparavant, se retrouva dans une situation critique. Les tentatives pour compenser la masse accrue par des ajustements techniques restaient vaines. Les températures grimpaient dangereusement, la fiabilité chutait et la perspective d'une exploitation prolongée devenait irréaliste. Le char n'était plus seulement lent ou exigeant, il devenait fragile dans son fonctionnement même. Face à cette impasse, une aide extérieure fut sollicitée. Une équipe d'ingénieurs spécialisés, réputée pour leur expertise dans les moteurs à haute puissance, fut intégrée au programme. Leur mission était claire: trouver un moyen d'augmenter significativement la puissance disponible sans sacrifier totalement la fiabilité. Les objectifs fixés étaient ambitieux, presque irréalistes, avec l'espoir d'atteindre des performances qui redonneraient du sens à l'ensemble du projet. Pendant des mois, ces spécialistes travaillèrent aux côtés des équipes françaises, analysant chaque élément, modifiant les réglages, testant des configurations de plus en plus audacieuses. Les bancs d'essai tournèrent sans relâche. Les résultats restaient décevants. Chaque gain de puissance se payait par une usure accélérée et une instabilité croissante. Le moteur pouvait délivrer davantage sur de courtes périodes, mais il ne survivait pas à un usage réel. Peu à peu, l'évidence s'imposa. Le AMX-50 avait dépassé un point de non-retour. Son châssis ne pouvait plus absorber les ambitions qu'on lui imposait. Renforcer la protection signifiait aggraver les problèmes mécaniques. Chercher la mobilité impliquait de réduire ce qui faisait sa prétendue supériorité. Le projet oscillait entre deux extrêmes sans jamais trouver d'équilibre viable. Malgré ces constats alarmants, personne n'osa immédiatement prononcer l'arrêt. Trop de ressources avaient été engagées, trop de symboles associés à cette machine. Une ultime tentative fut décidée. Non pas pour le rendre plus puissant, mais pour tenter de corriger les excès accumulés. Il s'agissait désormais de revenir en arrière, de réduire la masse, d'adapter la silhouette, et de voir si une version plus raisonnable pouvait encore émerger de cette longue dérive.
Mais le temps jouait contre le programme. Les doctrines évoluaient, les priorités changeaient, et l'idée même d'un char aussi lourd commençait à sembler anachronique. Le AMX-50, autrefois porteur d'espoir, avançait vers une dernière transformation qui devait soit le sauver, soit sceller définitivement son sort. La dernière tentative prit forme dans un climat presque résigné. Après des années d'ajouts, de renforcement et de correction, la nouvelle directive inversait brutalement la logique précédente. Il ne s'agissait plus de rendre la machine plus impressionnante, mais simplement de la rendre exploitable. Les ingénieurs redessinèrent un châssis plus compact, cherchèrent à abaisser la silhouette et éliminèrent tout ce qui pouvait être considéré comme superflu. L'objectif n'était plus de dominer, mais de survivre. Cette version finale reposait sur un compromis inconfortable. La masse fut réduite par rapport aux configurations les plus extrêmes, sans toutefois revenir à un niveau qui aurait permis une réelle agilité. La tourelle évolua encore, devenant plus légère, mais aussi plus haute, ce qui créait un paradoxe visuel et tactique. Le char semblait moins massif, mais restait difficile à dissimuler. Chaque concession en appelait une autre, et l'ensemble donnait l'impression d'une machine constamment tiraillée entre ce qu'elle avait été et ce qu'elle aurait dû devenir. Les essais reprirent avec des attentes mesurées. Personne n'espérait plus de miracle. Les résultats confirmèrent ce que beaucoup redoutaient. Les performances restaient proches de celles observées des années plus tôt. Les améliorations étaient marginales, insuffisantes pour justifier une mise en production. Le temps avait filé et le monde n'avait pas attendu. Les concepts tactiques avaient changé. La priorité allait désormais à la mobilité stratégique, à la protection contre des menaces nouvelles et à des plateformes capables d'évoluer rapidement. Un autre problème, plus discret mais décisif, s'imposa alors. La conception même de la tourelle, autrefois perçue comme révolutionnaire, révélait une faiblesse rédhibitoire face aux exigences contemporaines. Les interfaces entre ces éléments rendaient l'étanchéité complexe, voire impossible à garantir pleinement. À une époque où la crainte de l'emploi d'armes non conventionnelles influençait profondément la planification militaire, cette imitation prenait une importance majeure. Un char incapable d'assurer une protection complète de son équipage perdait brutalement sa pertinence. Dans le même temps, l'armure, pourtant épaissie au fil des versions, n'offrait plus la sécurité espérée. Les nouvelles munitions apparues sur la scène internationale réduisaient l'intérêt d'un blindage toujours plus lourd. La logique qui avait guidé les choix initiaux se retournait contre le projet. La masse accumulée n'apportait plus l'avantage décisif qu'on lui avait promis, et elle continuait de pénaliser tout le reste. Lorsque le contexte politique évolua à la fin des années 50, le sort du programme fut scellé sans éclat. Les nouvelles autorités lancèrent une revue complète des projets militaires en cours. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes. Plus d'une décennie de travail, plusieurs prototypes, des budgets considérables et aucun véhicule prêt à rejoindre les unités opérationnelles. Face à des priorités urgentes et à des ressources limitées, le choix ne laissait guère de place au sentiment. Le AMX-50 ne fut pas officiellement célébré ni condamné publiquement. Il disparut progressivement des plans, relégué à des rapports techniques et à des hangars de plus en plus silencieux. La machine qui devait incarner le salut d'une armée quitta la scène sans avoir connu le champ de bataille, laissant derrière elle une impression étrange, faite à la fois d'audace et d'acharnement. La France cherchait son salut, et ce char devait en être l'instrument. Il ne l'a pas été. Son histoire s'arrête là, au moment précis où l'on comprend que même les projets les plus ambitieux peuvent être dépassés non par un ennemi, mais par le temps, le contexte et les choix qu'ils imposent. Si cette histoire t'a intéressé, mets un like pour soutenir la vidéo. Dis-moi en commentaire quelle autre machine ou quel autre projet tu aimerais découvrir. Et abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines histoires où l'ambition militaire frôle parfois l'absurde.